I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde, le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش، وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Histoire en marche est une émission réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli, Mariam Abdou, pour vous accompagner au micro. Face au déni de vérité, des voix libres s'élèvent pour rappeler l'hégémonie de la France coloniale. Un système brutal voulant par tous les moyens déposséder un peuple de sa terre, de sa culture, de sa mémoire, sectionnant ses racines, voulant le couper de son passé, le priver d'avenir, après avoir tenté une extermination ratée. Une Algérie que l'on a vainement tenté de scinder en montant une partie contre une autre, brandissant ainsi des procédés bâtis sur des arguments sournois et fallacieux. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Le 19 mars, bien plus qu'une date, c'est l'appel des martyrs, des artisans de l'Algérie indépendante, un appel qui nous interpelle et qui nous somme de défendre leur mémoire, si elle venait à être souillée, de les évoquer, de rappeler par notre travail la justesse de leur combat. Tel était le message du shahid Mustafa Ben Boulaïd. حان وقت الحسم. الحسم هو نشمر على ذرعينا ونتكلوا على ربي في تقرير مصيرنا بتفجير الثورة في أقرب وقت. ولازم نعرفوا هذه يلزمها تضحيات، أموالنا، أرواحنا، عائلاتنا. واللي ما عندوش استعداد نفضل ينسحب فورا. حاولنا بكل الطرق السلمية باش نوصلوا صوتنا. فرنسا وميولها الاستعمارية ديما ردها كان الحديد والنار. هدفنا واضح، طرد المحتل واسترجاع هويتنا الوطنية. وباش نحققوا هذا الهدف لازمنا نتجنبوا التحزب ونجمعوا كل القوى الوطنية حول هذه الفكرة وهذا الهدف. Avec nous en ligne, Monsieur Henri Pouillot, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un témoin de la guerre d'Algérie, auteur de l'ouvrage La Villa Suzini. Dans votre ouvrage, vous révélez les atrocités dont vous avez été témoin qui se déroulaient à la Villa Suzini, communément nommée Villa Suzini. Pendant 10 jours, vous avez assisté à une centaine de viols commis au sein de la villa. Le viol, Monsieur Henri Pouillot, était une arme de guerre, une arme de torture? Oui, parce que c'était une connaissance, une appréciation de l'armée qui, connaissant la culture musulmane, savait que le viol était quelque chose d'inacceptable pour la population musulmane. Et donc, il y avait aussi des viols vers les hommes qui avaient évidemment beaucoup moins de conséquences, mais il y avait aussi des viols, plus souvent avec des bâtons ou des choses comme ça. Mais les conséquences dans la famille d'une femme qui était violée, quand c'était connu, c'était une utilisation des plus violentes de tortures qui pouvaient être pratiquées. Vous avez assisté, vous avez vu, vous avez entendu effectivement, comme vous l'indiquiez à l'instant, des témoignages. Vous alliez dans les salles, excusez-moi, votre témoignage m'a un peu perturbé. Vous alliez dans les salles pour prendre des notes. Que constatiez-vous véritablement? Et avez-vous des souvenirs de personnes particulières? Non, j'ai pas de souvenirs de personnes en particulier. J'avoue que j'y suis allé très rarement, très peu dans ces salles de torture pendant les séances. Vraiment de temps en temps pour prendre des notes essentiellement. Mais c'est très pénible, très dur à vivre. C'est des souvenirs qu'on peut pas effacer, qui marquent toute la vie, quoi.
Il y avait même dans les arrestations qui étaient faites à ce moment-là, un certain nombre de femmes qui n'étaient pas arrêtées pour être questionnées, interrogées, etc., pour lesquelles il n'y avait aucun soupçon, j'allais dire, d'appartenance ou de soutien FLN. C'était simplement pour que ce soit des femmes qui puissent être violées dans le cantonnement. C'est-à-dire qu'on arrêtait des femmes algériennes, les militaires les amenaient à la Villa Susini uniquement pour être violées par les militaires ainsi à tour de rôle, les uns après les autres. À certains moments, oui, tout à fait. Vous avez décrit les cellules au sein de la Villa Susini. Vous avez dit les cellules étaient ou sont exiguës avec parfois des hommes et des femmes mélangés. Oui, les cellules étaient très très petites. Elles faisaient, j'allais dire, 2 mètres sur 1 mètre à peu près. Et, bon, assez souvent, il y avait qu'une personne, mais quand il y avait beaucoup de monde qui était arrêté, qui était détenu à la villa, des fois, il y avait 2-3 personnes qui pouvaient être dans une même cellule dans la cave de la villa. Les cellules ont été démontées depuis la guerre. Quand je suis passé à Alger, il n'y avait plus de cellules. On apercevait les marques des murs des cellules, mais c'est tout. Je pense que il y a eu tellement de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc., qu'il serait grand temps que la France reconnaisse enfin sa responsabilité dans l'exécution de ces crimes et les condamne. Or, pour le moment, malheureusement, le pouvoir actuel n'est pas du tout dans cette lignée. Il soutient même plutôt l'activité de la nostalgie de l'Algérie française, de l'OAS. C'est vraiment pour moi inquiétant, alors que j'aurais aimé que dans cet anniversaire, on puisse vraiment avoir une période de fête. C'est la journée de la victoire, en effet. Nous allons évoquer tous ces points avec vous dans un tout petit instant, Monsieur Henri Pouillot. J'aimerais revenir un peu à vos souvenirs. Vous rappelez-vous où se trouve la Villa Susini, Monsieur Henri Pouillot? Tout à fait, elle est sur le haut, elle est en haut du téléphérique. Le téléphérique passait sur le bord de la villa, le bord du jardin. C'était tout à fait en haut de ce téléphérique. Tout à fait, en début du boulevard des Martyrs, ce qui était avant appelé boulevard Bru. Tout à fait. Vous dites, Monsieur Henri Pouillot, que la villa fonctionnait, c'était un centre de torture, tout le temps, et c'est Le Pen qui était responsable de la villa pendant la bataille d'Alger. Il l'a été pendant très peu de temps, un tout petit moment pendant la période de la bataille d'Alger, puisque quand il a été élu député poujadiste, il a tout de suite démissionné en disant qu'il serait engagé pour aller casser du bougnoul. Mais il était plus à la Villa des Roses, je crois, qu'à la Villa Susini. Il l'a été que de temps en temps. Mais par contre, quand j'étais à la Villa, très souvent, les officiers faisaient référence au talent de Le Pen dans ce domaine. Vous dites la Villa des Roses, qui n'a des roses que le nom, c'était aussi un centre de torture, je suppose. Tout à fait. C'est un des principaux centres de torture. Mais à Alger, il y a eu beaucoup de centres de torture, mais beaucoup n'ont fonctionné que quelques mois ou quelques années, alors que la villa a ce triste privilège d'avoir fonctionné depuis le début jusqu'à la fin de la guerre. Dans l'une de vos interviews, vous évoquiez la question d'Henri Alleg et vous parliez de la version qui n'a pas été censurée. Moi, quand j'ai entendu parler de la torture avec le livre d'Henri Alleg, je pensais que c'était un témoignage de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui s'était produit à un endroit donné, à un moment donné, mais qui n'était pas une généralité. Je suis un enfant de la Seconde Guerre mondiale où j'ai eu connaissance de toutes ces exactions nazies qui ont été commises et je pensais pas que la France pouvait officiellement pratiquer de telles pratiques identiques. Il faut dire aussi que dans cette période-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, etc., et que l'information était diffusée beaucoup plus lentement et beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Vous regrettez, par ailleurs, que deux choses soient très peu évoquées, les villages rasés au napalm et les camps de regroupement. En particulier, oui. Quand on sait qu'il y a entre 600 et 800 villages rasés au napalm, j'ai eu l'occasion de visiter les ruines du village de Zaatsa dans le Constantinois, au sud du Constantinois. Ce village, c'était 800 habitants. 800 habitants et des centaines de moutons. Et dès 1954, il a été bombardé comme c'est pas possible et détruit complètement. Tous les gens et les animaux brûlés vifs à cette période-là. Et quand on visite ces ruines, on retrouve que des pans de murs délabrés encore noircis
Et surtout, on trouve par terre, en marchant, des éclats de ces bombes au napalm qu'on appelait les bidons spéciaux. Quand je suis passé là-bas, j'ai ramassé, j'en ai ramené un pour montrer aux gens, quand on évoque, alors que beaucoup contestent des fois cet aspect, pour montrer que effectivement il y a eu ces villages rasés au napalm qui représentent des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'Algériens qui ont été brûlés de cette façon horrible. C'est un quart de la population rurale qui a été enfermée dans ces camps, que moi je dis plutôt camps d'internement que camps de regroupement. C'est ça. Le rapport de Rocard, qui n'était pas ministre, qui était en tant que fonctionnaire, qui a été chargé de faire un rapport sur ce qui se passait dans les camps, ça doit être en 1959 qu'il a fait ce rapport. C'est ça, absolument. Et il évoquait à l'époque 200 000 morts dans ces camps. Et des morts liés à la faim, aux maladies, parce qu'il n'y avait aucune hygiène, etc. Et pas tous les jours les gens ne pouvaient manger, n'arrivaient à manger. C'était vraiment des camps d'internement dans lesquels pourrissaient les gens, quoi. C'était vraiment infect, ces camps. Le napalm, rappelons-le à nos auditeurs, a été utilisé en Indochine, monsieur Henri Pouillot. Il a été utilisé là-bas, oui. Et il a dû être beaucoup plus utilisé, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est important, plus en Algérie après, quoi. J'ai un témoignage, par exemple, très significatif. J'étais intervenu à Angers à un moment donné sur ces questions. J'évoquais ce problème. Et il y avait un homme présent qui dit c'est pas vrai. Et un autre qui était aviateur à l'époque qui explique que lui, il avait comme mission tous les jours de partir avec 10 bombes de napalm dans l'avion et de les larguer dans les villages aux alentours. La première fois qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était, ils ont effectivement largué les 10 bombes. Mais le lendemain, quand ils ont compris ce que ça représentait, ils se sont mis d'accord et ils ont coupé 9 fils qui permettent d'éviter que les bombes se déclenchent et qu'il n'y en ait qu'une seule qui se déclenche sur les 10 et ils la larguaient là où ils pensaient qu'il n'y avait personne. Parce qu'ils avaient vu ce que ça représentait, les dégâts que ça provoquait. Et c'est vraiment quelque chose que j'oublierai pas dans ce témoignage. Monsieur Henri Pouillot, vous vous battez pour que le colonialisme soit reconnu comme un crime d'État. Le politique ne l'entend pas ainsi. Malheureusement, non. Quand on voit les positions sur certains points, c'est inquiétant. Quand il a commenté la manifestation du 26 mars 62, qui était organisée par l'OAS pour tenter de remettre en cause le cessez-le-feu qui avait été signé 8 jours avant, ça se passait à Alger, cette manifestation. Quand il commente et qu'il explique à sa façon la manifestation, il oublie, et je mets des guillemets oublié parce que c'est délibéré, la présence d'un commando de l'OAS qui a tiré sur la troupe qui barrait le chemin. Or, moi j'ai consulté dans les archives de Vincennes, j'ai trouvé le plan de ce commando avec leur emplacement avec les fusils mitrailleurs ou les pistolets mitrailleurs d'où ils ont tiré sur la troupe. Dans le gouvernement actuellement, on a une ministre dont le père était un des responsables de l'OAS avant, Patricia Miralles. Et en 2014, elle a inauguré la stèle des rapatriés et dans son discours en 2014, juste avant d'être ministre, elle a cette phrase vraiment spectaculaire, j'allais dire, pour la conclusion pratiquement de son intervention où elle dit l'Algérie c'est la France, en reprenant les termes concrets de l'OAS de l'époque, alors qu'on en aurait dû depuis un moment, et c'est super urgent de plus en plus, reconnaître les crimes qui ont été commis au nom de la France et les condamner, les crimes contre l'humanité, etc. Il y a tellement eu de choses atroces que ça devrait être reconnu et condamné, mais ça ne l'est toujours pas. Monsieur Henri Pouillot, en 2001, vous retournez à Alger, vous retournez sur certains lieux, vous allez à la Villa Suzini une deuxième fois, là où sans doute tout a basculé, un centre de torture sur les hauteurs d'Alger. Quand vous y retournez, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que le lieu vous parle encore une fois? Oui, parce qu'on ne peut pas oublier ce lieu. La villa est magnifique, c'est vrai, mais elle est tellement lourde de passé que on peut pas oublier, quoi. Quand je l'ai revisitée à ce moment-là, elle était inoccupée, vide, parce que les Algériens, ça se comprend, ont trop peur de pouvoir rentrer dans cette villa, tout entendu de ce que ça représente.
et que c'est pour ça qu'il y a eu ce monument aux martyrs construit tout à côté, quoi. Oui. C'est vraiment quelque chose qui reste marqué, qu'on peut pas oublier. L'essentiel pour moi, c'est que cet anniversaire lourd de souvenirs et lourd de manque de perspective. C'est la conclusion que je donnerai. Monsieur Henri Pouillot, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi, merci bien. En ce qui concerne mon poste au Conseil national de la Révolution, la nomination a été faite au congrès du 20 août 55 à la Soumam. La responsabilité du peuple algérien, c'est-à-dire la responsabilité de l'organiser, de l'éduquer, de préparer des cadres politiques pour l'avenir, c'est une tâche très lourde. Ces propos sont ceux de Lakhdar Bentoubal, ministre algérien de l'Intérieur au sein du GPRA. En août 1956, le premier congrès du FLN se tient dans la vallée de la Soumam. La rencontre aboutit à la création du Comité national de la révolution algérienne, le CNRA. Au déclenchement de la guerre d'indépendance, le 1er novembre 1954, les revendications algériennes exigeaient du gouvernement français l'ouverture de négociations sans conditions préalables en vue de l'indépendance de l'Algérie. Les deux parties prennent langue, mais les contacts furent interrompus suite au détournement de l'avion transportant 5 dirigeants de la révolution algérienne le 22 octobre 1956. Le 20 mai 1961 débutent les négociations d'Évian. Le général de Gaulle fait savoir qu'il renonce à son exigence d'un cessez-le-feu à l'ouverture des négociations. Toutefois, celle-ci achoppe. Ben Youssef Ben Khadda fait le point. Sur la question fondamentale de l'avenir de l'Algérie, les points de vue français et algériens se sont rapprochés, donnant à une éventuelle négociation des bases plus précises et plus sûres. C'est dans ce contexte qu'on peut s'interroger si la procédure d'autodétermination n'est pas dépassée et s'il n'existe pas un chemin nouveau, plus court et plus aisé pour parvenir à la cessation des hostilités. Nous pensons quant à nous qu'il est possible aujourd'hui de promouvoir une solution rapide du conflit et qu'il existe, pour y parvenir, une méthode qui nous ferait aux uns et aux autres une économie de temps et de sacrifice et permettrait d'instaurer immédiatement la paix. À Évian, c'est Karim Belkacem, ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui mène la délégation. Il est accompagné d'Ahmed Francis, ministre des Affaires économiques, de Mohamed Ben Yahya, directeur du cabinet de Farhat Abbas, de Tayyib Boulahrouf, d'Ahmed Boumanjel, de Saad Dahleb. Karim Belkacem est sans équivoque. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Le 8 janvier 1961, le référendum sur la politique d'autodétermination a lieu et voit un large succès du oui. Le scrutin ouvre la voie à une indépendance de l'Algérie. La stratégie de l'autodétermination avait abouti. Le 19 mars à midi, les combats commencés en novembre 1954 prenaient fin. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الشعب الجزائري بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة الشاقة تحقق اتفاق عام في ندوة إيفيان بين الوفد الجزائري والوفد الفرنسي، وهذا نصر عظيم للشعب الجزائري الذي أصبح حقه في الاستقلال مضمونا. ونتيجة لذلك باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفوضة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية، فإني أعلن وقف إطلاق النار في كامل أنحاء الوطن الجزائري ابتداء من يوم الاثنين 19 مارس 1962 على الساعة 12 بالضبط.
La signature des accords d'Évian le 18 mars est suivie d'un cessez-le-feu dès le lendemain. Les accords mettent un terme à la guerre d'Algérie, avec la tenue d'un référendum dans un délai compris entre 3 et 6 mois. L'indépendance de l'Algérie sera ratifiée par référendum le 1er juillet 1962. Les électeurs algériens sont invités à se prononcer et à prendre en main leur destin. Le 2 juillet de la même année, il est procédé au dépouillement des voix. Le total des résultats en faveur de l'indépendance constitue la majorité. Le constat est sans équivoque. Plus de 99 des voix sont favorables à l'autodétermination de l'Algérie. Les résultats du référendum sont proclamés le même jour, soit le samedi 3 juillet 1962. L'avocat Qadour Satour, président de la commission de contrôle du scrutin, dresse l'acte d'état civil de l'Algérie. Le même jour, à 16h30, un avion avec à son bord 10 ministres foule le sol algérien. Il s'agit de Mohamed Boudiaf, Hossein Aït Ahmed, Rabah Bitat, Karim Belqasem, Ben Youssef Ben Khadda, Saad Ahlab, Mohamed Saïd, Lakhdar Ben Toubal, Ahmed Boussouf et Mohamed Yazid. Le 5 juillet, l'Algérie proclame son indépendance. La politique est souvent le fait d'armes d'hommes qui se battent pour des causes. Mohamed Boudia, militant algérien de la cause palestinienne au milieu des années 60, exploite son expérience passée pour la cause algérienne afin de la mettre au service de la cause du peuple palestinien. Proche de Georges Habesh, responsable du FPLP, il participe à des actions armées extérieures. Mohamed Boudia, né le 24 février 1932, est un exemple illustrant l'action artistique et politique. Il demeure un symbole de défi du temps de l'époque coloniale en Algérie, aux luttes révolutionnaires à travers les 5 continents. Ces propos sont les vôtres, Monsieur Mohamed Karim Aswan. Merci d'accepter notre invitation et d'être avec nous dans l'Histoire en marche. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignant, universitaire, spécialiste de l'œuvre du militant algérien Mohamed Boudia. Monsieur Aswan, que pouvez-vous nous dire au sujet de Mohamed Boudia? Qui est cet homme? Qu'a-t-il fait pour la Palestine ou pour la cause palestinienne? Il est très difficile de présenter un homme de la grandeur de Mohamed Boudia, mais disons d'abord c'est un militant de la cause nationale, c'est un ancien détenu de la colonisation française, mais surtout son engagement auprès de la cause révolutionnaire palestinienne. Quelles sont les actions qu'il a menées en ce sens? D'abord, il faudrait que j'essaie de préciser au moins. Il y a certains amalgames dans certains des écrits de presse et autres à vouloir mettre Mohamed Boudia comme étant un militant ou un organisateur ou un responsable au niveau de l'Europe de l'organisation Septembre Noir et Eylul Aswad. Mohamed Boudia était depuis 1966 très proche du Front populaire de libération de Palestine, dirigé par Georges Habesh et Wadi Haddad. Oui. Il n'a jamais donc fait partie de l'organisation du Fatah Septembre Noir. À lire les mémoires de Abu Daoud. Abu Daoud qui était en fait le responsable militaire de Septembre Noir. Septembre Noir, c'est une organisation en fait du Fatah issue des services de sécurité. Pour une organisation, vous savez, de résistance politique, il n'y avait pas de services secrets, c'était en fait des services de protection en fait, de la révolution. Donc c'est Abu Iyad qui était en fait le fondateur, c'est Abu Jihad très connu en Algérie, oui, bien sûr. Qui a été assassiné en Tunisie. Voilà, la collaboration entre le FPLP dans les opérations spéciales et le Fatah, c'est-à-dire Septembre Noir, c'était très difficile. Deux organisations qui étaient structurées sur le cloisonnement total. Donc il était impossible pour Mohamed Boudia d'aller passer d'une organisation à une autre. Pas du tout. Septembre Noir et le Fatah avaient ses représentants à Paris. Ces représentants n'entraient pas en contact avec Mohamed Boudia, de même que Mohamed Boudia ne pouvait pas entrer en contact avec les autres. Donc quelles sont les opérations? Les opérations, vous savez, c'est assez complexe. Quand on est responsable d'abord militaire
au niveau du FPLP. Le FPLP avait dégagé une organisation opérationnelle commandée par Wadi Haddad. Cette organisation se dénommait les opérations extérieures, l'Amaliyat al-Kharijiyya. Mohamed Boudia, pour que j'essaie de préciser à partir d'informations vraiment recueillies auprès de Palestiniens et d'Algériens. Oui. Il avait formé une cellule de militants algériens. C'est des Algériens qui étaient autour de Mohamed Boudia, c'était pas des Palestiniens. Donc, en plus du soutien matériel et logistique, vous avez certaines opérations désignées, organisées, structurées par Wadi Haddad et Mohamed Boudia. En fait, il était à la disposition de ces opérations palestiniennes, de son organisation de militants algériens. Quand vous dites qu'il était entouré de jeunes Algériens, ce sont des Algériens qui étaient militants de la cause palestinienne, bien sûr. C'était des Algériens militants de la cause palestinienne, c'était aussi des étudiants partis étudier en Syrie et en Irak, mais aussi vous avez des Algériens qui ont milité pendant la guerre de libération nationale au sein de la Fédération de France, dont le fameux M. Absi, qui était très proche de Mohamed Boudia. Certains sont en Algérie et d'autres ailleurs. Mohamed Boudia, que Golda Meir appelait l'homme aux 1000 visages. Oui, l'homme aux 1000 visages, mais en fait, c'est un homme d'une intelligence extraordinaire. C'est un homme fidèle à la cause. Quand il épouse une cause quelconque, il en reste fidèle jusqu'au dernier souffle. Justement, son assassinat nous le rappelle à chaque fois. Mohamed Boudia était d'abord difficilement repérable. Les services sionistes, en fait, savaient très bien, avec, bien entendu, la connivence, et là j'insiste énormément, avec la connivence de certains services français. Oui. Et surtout des personnages qui étaient dans ces services-là, issus de la colonisation. Oui. Vous ne souhaitez pas les nommer? L'un d'eux, c'était l'ancien patron du SDEC, justement. D'accord. Voilà. Mais comme le SDEC, les services secrets extérieurs, disons juridiquement, ne pouvaient pas opérer sur leur propre territoire, ils envoyaient ces informations, etc., à la DST. Encore plus complexe, la situation française entre 70 et 72. Il faudrait que nous rappelions qu'il y a eu une campagne terrible de racisme et d'attentats contre des Algériens. Des attentats qui sont fomentés par des organisations d'extrême droite, mais aussi par les services de police françaises. Et à cette époque, vous avez un autre service dont on a parlé bien après les années 80, c'est le fameux SAC. Le SAC, c'est-à-dire le service d'action civique. C'est ça. C'est la police du parti gaulliste, bien entendu. Au sein de ces organisations, vous avez des gens qui ont collaboré avec le Mossad du temps de la révolution algérienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces services sionistes ont aussi collaboré dans les opérations de torture en Algérie. Il est essentiel de savoir que la connivence entre certaines polices françaises et le Mossad ont vu justement de repérer Mohamed Boudia, difficilement repérable, mais c'est-à-dire dans le sens où il avait une résidence en tant qu'exilé politique, etc. Mais il était difficile de le repérer sur des actions politiques ou ses déplacements en Europe. Donc il fallait tout un réseau d'informateurs, etc. Et qu'a fait le service sioniste en fait? Il a commencé d'abord, avant d'atteindre la tête, il a commencé à, entre guillemets, nettoyer autour. Donc vous avez le Hamchari, vous avez le représentant du Fatah de Septembre Noir d'ailleurs, qui a été assassiné à Rome, etc. Quel était l'apport de Mohamed Boudia à la cause palestinienne? Alors là, je me rappelle les propos du professeur Mutchniki. Il était à cette époque journaliste à l'actualité et il était là à Alger pour couvrir le fameux CNP palestinien où Georges Habash a participé. Mutchniki me disait que, en discutant avec le leader palestinien sur Mohamed Boudia, la phrase était très simple et très courte de la part de Georges Habash, lui disant que Mohamed Boudia, c'est toute la révolution palestinienne. Cela veut dire énormément de choses. Quelles sont les actions armées auxquelles il a participé en faveur de la cause palestinienne? On parle de l'opération contre le pipeline reliant l'Italie à l'Autriche, en l'occurrence. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres opérations en ce sens? Pour ce qui est de l'opération de l'oléoduc de l'OTAN, précisons-le, l'opération de Trieste, exactement. Elle était de l'ordre logistique. Mohamed Boudia était là, il est venu 10 jours avant, il a exploré les lieux, les a bien étudiés, etc. Et s'est occupé de moyens logistiques, à savoir les explosifs et les armes d'autodéfense. Oui. Mais c'était une autre équipe très liée à Mohamed Boudia parce que c'est un spécialiste quelque part, entre parenthèses. Oui. Mohamed Boudia, des attentats contre les raffineries. Il faut pas oublier qu'en 1958, il était un agent opérationnel, certes, parce qu'il faisait partie du choc, un groupe spécial de la Fédération, sous les ordres de l'Adlani et de l'Aïsani, etc. Automatiquement, c'était quelqu'un qui avait une expérience autour de ce type d'opération. Alors, cette opération, maintenant, elle visait justement un oléoduc de l'OTAN qui fournissait du pétrole, de l'essence, etc., à l'armée israélienne. Et il y en a d'autres aussi. L'intérêt de ces opérations, c'était de faire connaître la cause palestinienne.
que nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes en fait des gens qui ont une cause, la cause d'une nation, d'un peuple et d'un peuple millénaire. Monsieur Aswan, Boudia, il aurait visé une chaîne hôtelière. Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Une chaîne hôtelière à Tel Aviv, Exactement, Rabia, exactement. Vous avez une seule opération qui concerne en fait le groupe Mohamed Boudia. Ce sont en fait deux jeunes militantes qui ont été recrutées à Paris puisque c'était des étudiantes. Oui. Et donc, ils ont épousé la cause palestinienne et ils voulaient justement témoigner par leurs actes de leur solidarité révolutionnaire, comme on disait à cette époque. En faveur de la Palestine. Oui. Et leur objectif, justement, c'était d'acheminer des armes pour des opérations à l'intérieur donc, du territoire occupé. Elles ont été recrutées par Mohamed Boudia. Toujours la cellule Mohamed Boudia, disons l'organisation Mohamed Boudia. Et en plus, les sœurs Nadia et Rita Al-Baradli faisaient partie aussi autour de la troupe Nasr Riwan qui ont été en fait pris en charge artistiquement, pas politiquement ou militairement, par Mohamed Boudia. C'était une couverture. C'est plus qu'une couverture. Mohamed Boudia nous enseigne que même l'art est révolutionnaire, mais aussi par des actions. Monsieur Mohamed Aswan, aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble que cet engagement militant a été mis à profit, ou en tout cas au profit de la cause palestinienne? Malheureusement, il y a quelque chose à signaler. C'est que Mohamed Boudia a été totalement occulté pendant des années. C'est-à-dire son nom n'apparaît ni dans la presse, ni dans les livres. À partir de 1989, que justement l'actualité avait révélé donc l'existence de cet homme et sa contribution à la révolution. Mais par contre, ces dernières années, nous voyons un regain, un retour justement de ce militantisme, de ce symbole de l'engagement des Algériens et des Maghrébins auprès de la cause palestinienne dans les camps palestiniens. Dans quelles conditions a été assassiné Mohamed Boudia? Les services sionistes, c'est comme tous les services de par le monde. Vous avez, ils ont pris le temps donc de le surveiller, de le voir ses déplacements. Il avait sa fameuse Renault 16. Ah bon, je précise encore une fois, la Renault 16 ne lui appartenait pas. La voiture appartenait en fait à Velasquez, une autre personnalité du théâtre et ami de la révolution algérienne. Et donc, surveillance sur surveillance, le fameux qui donne maintenant qui a été démantelé, c'est le service opérationnel donc du Mossad, qu'ils ont préparé une sorte de bombe artisanale avec des clous, de la dynamite, etc. Et lui ont placé sous le siège. Et malheureusement, il était dans la tradition de Mohamed Boudia. Avant de monter dans sa voiture, il veillait toujours à contrôler le moteur de la voiture avant de la conduire. C'est ça, avant de la mettre en marche. La mettre en marche et malheureusement, ce jour-là, il était pressé parce qu'il devait justement aller à l'école récupérer Abdelrahman, son fils aîné, qui est toujours vivant, il est à Alger. Donc, Mohamed Boudia, un Algérien mort pour une cause, la sienne, la nôtre, la cause palestinienne. Oui, en plus de la cause palestinienne, c'était un homme qui était ouvert aussi aux autres causes internationalistes. C'est ça. Monsieur Mohamed Aswan, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie. Mohamed Aswan est membre de l'équipe de recherche sur les manuscrits de Mohamed Boudia. En 1945, au moment où l'Organisation des Nations Unies est fondée, 750 millions de personnes, soit près du tiers de la population mondiale, vivaient dans des territoires qui n'étaient pas autonomes et qui dépendaient de puissances coloniales. Au début des années 60, de nombreux pays du Sud global, nouvellement indépendants, adoptent une série de résolutions affirmant le droit des peuples vivant sous domination coloniale, raciste et étrangère à réaliser leur droit à l'autodétermination. La résolution 2105 de l'Assemblée générale des Nations unies est la plus significative puisqu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples sous domination coloniale mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance.
Et pourtant, face à une situation de non-droit et un silence glaçant, celui de ses prétendus frères de sang ou de foi, le Yémen, pays pourtant souverain, est bombardé, sa population prise pour cible sans que cela ne soit condamné. D'aucuns n'a osé dénoncer cette agression. Reza croule sous un déluge de feu. Aux Palestiniens, l'on promet l'enfer. Et pendant ce temps, certains scellent des alliances et d'autres serrent la main du diable. Avec nous en ligne, Monsieur El-Khanti Bella, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes analyste politique, militant sahraoui. Monsieur El-Khanti Bella, vous expliquiez dans l'un de vos entretiens que le conflit du Sahara occidental, en l'occurrence, est l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus négligés. Oui, tout à fait. Plus ancien parce que, effectivement, c'est une histoire qui s'inscrit dans le colonialisme classique depuis le 19e siècle, oui, mais qui a malheureusement été connu un prolongement qui n'aurait jamais dû être toléré par la communauté internationale. Mais vous utilisez cette terminologie, vous dites négligé. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a, on va dire, une arrière-pensée politique sous-jacente ? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir tous ces voix par-ci et par-là qui parlent d'un conflit gelé au Sahara occidental. Cela exprime clairement l'intention, la volonté de certaines parties de faire pression, et ils l'ont fait, sur les Nations Unies pour que celles-ci ne puissent pas assumer ses responsabilités en matière de décolonisation du Sahara occidental, parce qu'il s'agit vraiment d'une responsabilité des Nations Unies, oui, de décoloniser le Sahara occidental. Ces partis-là, nous les connaissons. Ils n'ont pas envie que le Sahara occidental soit décolonisé. Ils ont intérêt à ce que l'Afrique du Nord continue à être déstabilisée, et pour cela, le régime marocain joue le rôle parfait de proxy service, et finalement, ceux qui en pâtissent, c'est vraiment les peuples et les États de la région. Il est temps que cette situation cesse, il est temps que les Nations Unies assument ses responsabilités, et il est temps que ces partis externes cessent ce jeu malveillant, malsain, qui ne cadre pas avec ce que doivent être les relations internationales, fondées plutôt sur la coopération, sur l'entente, sur la paix, et non pas sur les guerres, la désolation et le désespoir. Le journaliste Ignacio Sombrero révèle que le Maroc vient d'accorder une licence d'exploitation d'hydrocarbures offshore à une société israélienne, précise le journaliste, dans une zone de 34 km² située dans les eaux du Sahara occidental. La société en question est dirigée par un homme d'affaires israélo-marocain, l'un des personnages importants du renforcement des liens entre le Maroc et l'entité sioniste. Ce seraient deux entités qui auraient en fait des backgrounds similaires, ceux de l'occupation en l'occurrence, Monsieur El-Khanti Bella. Oui, vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas récent. Déjà, le Maroc a copié ce qu'a fait l'entité sioniste en Sinaï en édifiant un mur au Sahara occidental, et a fait appel à l'expertise israélienne pour ce faire. Ceci est dans les années 80. L'intérêt de ces deux puissances coloniales est évident. Chacune soutient l'autre. Le Maroc soutient l'entité sioniste dans ce qui se passe en Palestine d'atroce, y compris dans le génocide à Gaza, et les initiatives du régime marocain sont légion dans ce sens, si j'ose dire. Et dans le Sahara occidental, vous avez vu les accords d'Abraham et ces accords militaires de sécurité entre les deux régimes colonialistes. Cette fois-ci, vous évoquez l'aspect économique, tout à fait. Cet accord entre, d'une part, deux sociétés sionistes et l'Office marocain des hydrocarbures est connu depuis 2022. Et ce qui est nouveau, c'est cette licence récemment accordée à ces deux sociétés pour qu'ils
entreprennent l'exploration en vue d'exploiter les richesses d'hydrocarbures du Sahara occidental. Monsieur El Kenti Bella, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes militant sahraoui. Vous avez été détenu plusieurs années dans des bagnes du Marzen. Vous avez été également torturé, n'est-ce pas? Je parle sous votre contrôle, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Monsieur El Kenti Bella, en 2023, une délégation de 12 soldats et commandants du bataillon de reconnaissance Golani participe à des manœuvres internationales sur le sol marocain. Dès le début des années 80 d'ailleurs, l'entité a épaulé la monarchie marocaine pour maintenir et resserrer son emprise sur le territoire sahraoui. Comment expliquer cette coordination? C'est l'alliance entre colons, entre régimes colonialistes. Israël qui réprime les Palestiniens, qui ne veut pas reconnaître l'État palestinien, qui n'accepte pas l'initiative, dite initiative arabe, pour en finir avec ce conflit, a intérêt à ce qu'elle ne reste pas indexée par la communauté internationale toute seule. Elle a intérêt de voir l'entreprise colonialiste marocaine qui lui est similaire au Sahara occidental continuer à exister et à perdurer dans le temps. D'où cette alliance entre les deux régimes. Il faut franchement qu'il y ait une alliance bien serrée, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, pour que cela soit le bataillon Golani qui soit sur les lieux, qui soit envoyé sur les lieux pour participer à des manœuvres internationales sur le sol marocain. Oui, je pense que cette alliance est passée d'un stade nouveau à travers les accords qui ont été conclus entre l'entité sioniste et le Maroc, accords d'ailleurs sécuritaires, militaires. Oui. Cela évidemment favorise une relation plus étroite sur le plan sécuritaire et militaire. On a vu plusieurs responsables israéliens défiler au Maroc, allant même jusqu'à menacer l'Algérie depuis le Maroc, sans parler évidemment de la reconnaissance par une entité colonialiste d'une autre entité colonialiste marocaine dans ce qu'elle fait au Sahara occidental. Donc cette alliance est tout à fait synonyme de cette dynamique belliqueuse entre Israël et le Maroc, cette dynamique ascendante qui est contraire à la paix, contraire à ce que devaient être les relations internationales. Et normalement, l'ONU, la communauté internationale, doivent s'opposer à de telles actions, notamment en territoire occupé comme l'est le Sahara occidental. C'est une alliance tout à fait condamnable moralement et juridiquement. Est-ce qu'il vous semble que suffisamment est fait en ce sens? En juillet 2022, le chef de l'armée sioniste effectue une visite officielle au Maroc. Juin 2023, le chef du Parlement israélien, comme cela est qualifié, affilié au Likoud, effectue une première visite au Parlement marocain également, en dépit des mandats d'arrêt diligentés, en dépit de ce qui se passe en Palestine occupée. Est-ce qu'il vous semble que suffisamment est fait pour stopper cela? Je pense que le régime marocain n'a pas réellement les coups des franches, il n'a pas vraiment de souveraineté, il a hypothéqué la souveraineté de l'État marocain au profit d'intérêts étrangers et particulièrement au profit de l'entité sioniste. On a vu ça à travers les accords qui ont été conclus, les déclarations des uns et des autres, et venant d'un régime qui réprime les Palestiniens, qui commet un génocide dont les principaux dirigeants ont été condamnés par la Cour pénale internationale, ça explique tout à fait le côté horrible, irresponsable, criminel de cette alliance entre le régime marocain et le régime israélien. Tout à fait, nous appelons les différents États, les organisations, la société civile à s'élever contre cette alliance criminelle qui a pour but de déposséder à la fois le peuple sahraoui et le peuple palestinien, mais aussi au-delà de ces deux peuples, fragiliser le droit international, fragiliser les efforts des Nations Unies et finalement conduire les nations à plus de guerre, à plus de bellicisme. Sincèrement, il y va de l'intérêt de tout le monde. Absolument, absolument. Un câble révélé par Wikileaks révèle qu'en 2024, les Marocains et les Israéliens
y est-il indiqué, entretiennent un dialogue politique permanent. Tout récemment, des manœuvres militaires franco-marocaines seraient annoncées pour septembre prochain, non loin des frontières algériennes. En toile de fond, le Sahara occidental, mais aussi, Monsieur Kentibella, une déstabilisation régionale. Comment voyez-vous cela? Il n'échappe à personne que le principal visé n'est autre que l'Algérie, pays immense géographiquement et farouche défenseur de sa souveraineté nationale. Cela, évidemment, a énormément gêné l'entreprise colonialiste marocaine dès le départ, et non seulement au Sahara occidental, mais également en Mauritanie, contre lequel ce même régime marocain avait des visées et des velléités expansionnistes. Et donc, le fait que l'Algérie se dresse et appuie le droit international, parce qu'il s'agit de ça. L'Algérie ne soutient en cela que le droit international, qui reconnaît au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Absolument. Cette alliance vise essentiellement à perpétuer effectivement la colonisation au Sahara occidental du Maroc, mais aussi à menacer l'Algérie, et par-delà l'Algérie, menacer la région nord-africaine, qui, comme chacun le sait, est une région stratégiquement importante, stratégiquement bien située, riche en termes de ressources, et ça fait la convoitise de tous ceux qui veulent effectivement l'avoir déstabilisée pour mieux exploiter ses ressources. Vous me diriez que les relations entre États n'est qu'un rapport de force, certes, mais un rapport de force qui est fondé sur le colonialisme, sur la rapine, sur les guerres, c'est un mode qui constitue le prolongement du colonialisme classique. Les peuples en ont souffert, les États en ont souffert. Nous devons tous se dresser contre les intentions du régime marocain, de ses mentors, de ceux qui sont derrière eux et leurs plans machiavéliques en Afrique du Nord. Il est temps d'en finir avec ces conflits en appliquant le droit, rien que le droit. Et c'est ce que demande le peuple sahraoui. Nous demandons à ce que l'ONU assume une bonne fois pour toutes sa responsabilité à appliquer tout simplement le droit international en permettant tout simplement un jour, seulement un jour, au peuple sahraoui pour que finalement exprime son souhait, décide de son destin, de son sort, de celui de son territoire et exprimer librement ce qu'il veut de son territoire, de son destin. S'il veut l'intégration avec le royaume du Maroc, eh bien qu'on le lui accorde, mais s'il veut son indépendance et son émancipation, qu'on le lui respecte également. Monsieur le Kentibella, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes militant sahraoui, vous avez été emprisonné dans des bagnes marocains pendant plusieurs années. Merci beaucoup, monsieur le Kentibella, d'avoir été avec nous. Merci à vous infiniment, merci à vous. La politique expansionniste de cet État artificiel qualifié d'Israël n'est en effet pas une découverte, une démarche faite de reconnaissance et de normalisation contrainte. En quête de brèche, cette entité s'y engouffre, armes et bagages, aussitôt celle-ci trouvée. Tantôt au nom d'une incertaine raison humanitaire, tantôt en guise de partenariat économique et sécuritaire. C'est ainsi que sous des pressions exercées par des puissances occidentales, l'ancien président mauritanien Mouawiya Ould Sidi Ahmed Ould Taya établissait en 1999 ce qui a été qualifié alors de liaison dangereuse. Au moment de leur établissement, ces relations ont été contestées et sévèrement critiquées par toute la classe politique pour le non-sens qu'elles constituaient. Lors du coup de force de 2003, un nombre d'officiers ayant participé avoueront plus tard avoir été motivés par la honte que représentait à leurs yeux la présence d'une ambassade d'Israël à Nouakchott. Et c'est en janvier 2009, lors de l'offensive sioniste contre la bande de Gaza, c'est en janvier 2009 qu'au cours du sommet arabe de Doha, que le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz proclame le gel des relations avec Israël, une démarche saluée par la classe politique et soutenue par la population qui sans cesse se mobilisait pour dénoncer les agressions contre les populations civiles palestiniennes. Nous, en Mauritanie, nous avons décidé de soutenir le peuple palestinien, un peuple martyrisé pour des raisons que la communauté internationale continue à cacher, et de dénoncer toutes les attitudes qui ont été prises à son encontre par l'État sioniste. Depuis plusieurs décennies, la carte de la technicité liée au sécuritaire est mise en avant par cette entité pour remporter des marchés sur le continent.
Dans sa livraison d'avril 2016, Intelligence Online rapporte que certaines compagnies de sécurité et de renseignement se sont largement focalisées sur l'Afrique. C'est le cas du Maher, groupe dont le fondateur, Shai Maher, a beaucoup investi dans les services liés aux télécommunications et au renseignement, avec l'ouverture de filiales en RDC en 2006, en Tanzanie en 2007, en Zambie en 2014 et au Kenya en 2016. La plus emblématique des relations sécuritaires en la matière est probablement celle établie avec le Cameroun. Les services de renseignement sionistes, selon une étude du Crisis Group, ont pris en main dès le début des années 90 la surveillance électronique des palais d'Etoudi et de Mvomeka où vivait le président Paul Biya. Toutefois, il est important de rappeler que durant ses mandats, Benyamin Netanyahou, et en dépit d'efforts colossaux, n'a pas réussi à donner du contenu à une relation qu'il a voulu construire avec l'Afrique. Un continent qui, dira-t-il, a le vent en poupe. L'Afrique est un continent qui a le vent en poupe. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Fin 2020, des informations faisaient état de la mise en place par Benyamin Netanyahou d'une cellule chargée de sillonner le Sahel. Cette cellule serait dirigée par un certain Maoz. Ce dernier, ancien de Shin Bet, fut un agent et recruteur pendant 20 ans, notamment à Raza. Maoz est entré dans la diplomatie secrète par l'intermédiaire de Meir Ben Shabbat, le chef du Conseil national de sécurité de l'entité sioniste. L'objectif étant de coordonner en toute discrétion les relations avec un certain nombre d'États, une démarche par ailleurs pas nouvelle. À cet effet, des anciens agents du Mossad expliquent dans un document diffusé par une chaîne de télévision comment leur relation a débuté avec le Maroc et quels en étaient les objectifs. Notre relation avec le Maroc a débuté dans les années 60. Ceci est un exemple du rôle central que nous avons joué. Je suis le premier Israélien à m'être assis avec le roi Hassan II. C'est moi qui ai établi le contact entre le Maroc et Israël. Ben Barka était un opposant marocain et à cette époque, le Mossad avait réussi à construire de fortes relations avec les services de renseignement de mon pays. Et à un moment donné, ils ont décidé de l'assassiner. Le but de cette coopération, quand vous établissez des liens avec un État membre de la Ligue arabe, cet État peut abriter parfois des sommets et des négociations. Cette relation est formidable. Et c'est en effet là que réside l'essentiel, une alliance sécuritaire avec un allié au sein de la Ligue arabe. En septembre 1965, Hassan II accueille une réunion secrète des dirigeants arabes destinée à évaluer leurs capacités militaires. Le roi du Maroc enregistre les échanges au profit du Mossad. Sur la base de ces renseignements, l'ennemi lance une attaque qualifiée de préventive le 5 juin 1967 contre les aérodromes égyptiens. La quasi-totalité des avions est détruite au sol. Le journaliste Roden Bergman révèle qu'à titre de revanche, le Mossad était à la manœuvre dans l'assassinat de Mehdi Ben Barka. Le service de renseignement du Maroc a rendu un service énorme aux Israéliens en donnant au Mossad la capacité d'écouter les conversations les plus secrètes des dirigeants arabes. Et alors, il a donné quelque chose. Il voulait quelque chose en échange. Dans le monde du renseignement, il n'y a pas de repas gratuit, hein. Et les Marocains, on dit Oufkir, Glimi, disent au Mossad, vous savez éliminer? Eh ben voilà, aidez-nous à éliminer Ben Barka. Et le Mossad leur a permis de retrouver Ben Barka, de l'amener à Paris. Et c'est ainsi que les intérêts économiques sont venus renforcer le sécuritaire. Entre 2014 et 2017, les échanges bilatéraux ont dépassé 149 millions de dollars, faisant du Maroc le 4e partenaire africain d'Israël en matière d'importation et le 9e en matière d'exportation. Dans la foulée,
Amir Ohana, le ministre de Netanyahou à la sécurité intérieure, déclarait que Rabat a rejoint le groupe de pays qui conduisent des exercices militaires avec l'armée d'occupation. Le 29 janvier 2020, le président Donald Trump dévoilait son plan de paix pour le Proche-Orient qui satisfait toutes les demandes israéliennes. Je tiens également à remercier le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, d'avoir pris cette décision historique de ramener une paix historique entre nous. Ont participé à ce programme El Kenti Bella, analyste politique, militant sahraoui. Mohamed Karim Aswan, maître de conférence à l'université Alger 2, chercheur en histoire. Henri Pouillot, témoin de la guerre d'Algérie, auteur de l'ouvrage La Villa Suzini. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.